Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour votre émission Toute la vérité. C'est toujours un plaisir de vous accueillir tous les dimanches et sur la Sen TV et sur Zik FM. C'est également un plaisir pour moi d'avoir ici, dans ce lieu mythique du building administratif Mamadou Dia, quelqu'un que j'aime bien interviewer, puisque d'abord étant un doyen dans la presse, mais également un ministre du gouvernement. Abdou Latif Coulibaly, qui est un père également, mais ça, sûrement, on reviendra sur ce point, ce sera à la fin de cette émission. Abdou Latif Coulibaly, monsieur le ministre, merci déjà de nous accueillir dans ce mythique building administratif Mamadou Dia. Oui, Ibrahim, c'est un plaisir énorme de vous recevoir et puis de bavarder avec vous pendant quelques minutes, peut-être une heure, je ne sais pas trop, pour parler de l'actualité sénégalaise et pour dire la vérité. Ma vérité, je dirais bien. Et au passage, je voudrais vraiment te confier mes salutations fraternelles à qui de droit, le grand frère, celui pour qui vous m'appelez justement un père. Oui, un père, et c'est très difficile de l'interviewer parce que d'abord, je le disais tout de suite, journaliste, et pas n'importe quel journaliste qui a quand même marqué la presse sénégalaise. Latif Coulibaly est-il toujours journaliste? A-t-il toujours cette fibre journalistique, journaliste d'investigation? Il est vrai, certes, maintenant, vous êtes entré dans la politique, mais vous êtes resté journaliste dans l'âme. Oui, quelque part, oui, parce que j'aime parler des faits. La religion du journaliste est faite à partir des faits. Et j'aime parler des faits. Pour ça, oui, je suis journaliste. Mais j'aime bien la définition anglo-saxonne du mot journaliste, c'est celui qui travaille dans une rédaction. N'est pas journaliste, celui qui n'est plus dans une rédaction. Comme je ne suis plus dans une rédaction, je ne m'active plus dans une rédaction. Oui, il m'arrive d'avoir la nostalgie des rédactions. Oui, parce que c'est un métier qu'on ne quitte jamais par la tête. On peut y aller physiquement, on n'y est plus, mais la tête, ça reste toujours quelque part branché sur le journalisme. Alors, voilà. Abdou Latif Coulibaly, journaliste dans l'âme, qui a quelquefois envie de retourner dans une rédaction, peut-être un jour, peut-être que déjà que vous écrivez, parce que je rappelle que vous avez également des œuvres littéraires concernant pas mal de sujets. Mais Latif Coulibaly, on va l'interviewer, en tout cas pour la première partie, en tant que secrétaire général, ministre secrétaire général du gouvernement. Et c'est pour parler de cette pandémie. Nous avons respecté la distanciation sociale ou physique, tout le tralala pour justement éviter la propagation de cette pandémie. Une question est posée par pas mal de Sénégalais, en tout cas ceux qu'on a rencontrés. Durant la première vague, on a senti le gouvernement, le président de la République. On se souvient de ces images avec le challenge Kagame. On a vu des ministres, des maires s'atteler à faire ce qu'on appelle une sensibilisation autour de cette pandémie. Mais durant la seconde vague, certains estiment qu'on sent moins le gouvernement, on sent moins les autorités. Est-ce juste une impression ou est-ce que c'est à un autre niveau que le problème se situe? Oui, Birahim, il y a des gens qui peuvent le penser, mais je ne le crois pas honnêtement. Parce que la présence du gouvernement, c'est quoi? C'est fondamentalement de donner aux médecins les moyens qu'il faut pour travailler. De ce point de vue, quand même, on accepte facilement l'idée que le gouvernement s'est beaucoup impliqué pour qu'il y ait une stratégie nationale cohérente qui nous a valu dans un premier temps d'être distingué dans le monde, je dis dans le monde, pour dire que le Sénégal a fait un travail remarquable. Maintenant, c'est clair que le début de la maladie, il nous a tellement surpris, on a été tellement déboussolés un peu partout, qu'il y a eu un travail systématique sur le terrain de tout le monde, une implication fondamentale. Même si vous regardez, la presse était très mobilisée pour cette maladie-là, mais ça c'est une approche de départ. Mais le travail que vous faisiez, comme le travail que fait le gouvernement, il est toujours là. C'est à cause de cela d'ailleurs. Ne négligeons pas, sur des tests de 3000, on a des taux de positivité qui ne sont pas très éloignés de ce qu'il y avait quand on testait 1000 et quelques. Ça veut dire que ce travail-là tient et l'ensemble des composants de la nation, y compris le gouvernement qui est à la tête, parce que quand même, les mobilisations qui sont faites à travers plusieurs structures sont prises en charge par le gouvernement. Et les appuis qui sont donnés également sont conscients par rapport à cette question-là. Maintenant, de mon point de vue, ce n'est qu'une impression. Mais la mobilisation qui était là est toujours là. La preuve,
Aujourd'hui, le travail classique de sensibilisation est toujours là, à travers les structures de l'État et d'autres organisations de très bonne volonté qui sont également impliquées. Et la question majeure qui se pose avec cette question, cette deuxième vague, est relative à la mobilisation, à ce qui est fait pour que nous puissions vacciner les Sénégalais dans un délai très raisonnable, qui va commencer... L'échéancier, c'est à partir de la fin de ce mois de février, en tout cas, selon la volonté du chef de l'État. Et un processus, une stratégie est mise en place pour que cela se déroule dans les conditions prévues aujourd'hui par le plan qui est défini par l'ensemble des acteurs sous la direction de l'autorité du ministre de la Santé. Et si on regarde de près ce qui est prévu aujourd'hui, on ne peut pas dire que notre pays en reste par rapport à cette mobilisation. La mobilisation, c'est qu'il faut savoir que ce sont des milliards de francs qui seront engagés. C'est l'État qui se mobilise. C'est l'État qui incite à s'organiser, à tous les acteurs à s'organiser pour que nous puissions arriver immédiatement aux objectifs qui sont visés dans le court terme, vacciner au moins toutes les personnes sénégalaises qui sont ciblées. Un très bon ciblage est en train d'être fait. Le gouvernement sait parfaitement combien de personnes devront être vaccinées dans le premier temps et les doses qu'il faut à cet effet seront achetées et acheminées au Sénégal très rapidement. Donc, mon cher Birahim, on ne peut pas quand même dire que le gouvernement n'est pas aussi mobilisé qu'il l'a été dans la première vague. Même si, bon, en fait, c'est plus sur la sensibilisation que l'on reproche un peu au gouvernement d'avoir un peu traîné la patte entre si vous reprenez ce que les journalistes disaient également, même dans la première vague, on disait que le gouvernement a échoué dans la communication, c'était le terme. Je n'invente rien. Ça veut dire, au fond, il y a des thèmes parfois qui sont récurrents. Et la chose la plus facile à dire, parfois, c'est de dire la mobilisation a fait échec, le gouvernement a échoué. Une communication a au moins 3 composantes essentielles que je connais. Il faut d'abord l'organiser, et les organiser à toutes les structures, le ministère de la Santé, et à travers ces différentes structures, direction de la santé, et les relais que l'information, le centre de la direction de l'information, de la vulgarisation, tous sont mobilisés de ce point de vue. Sans compter les activités qui sont faites par d'autres structures annexes, mais qui travaillent avec le ministère de la Santé. Bref, et à l'intérieur du pays. Les maires également le sont. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai écouté une vidéo dans ma petite commune où le maire a fait quand même un travail, de mon point de vue, sur la mobilisation, où il a parlé aux populations en leur disant écoutez, la maladie est chez nous. Il y a des gens qui sont malades, les médecins le confirment, et nous avons des radios communautaires qui passent tout leur temps à parler de la maladie. On fait même intervenir sur l'antenne des gens qui ont été atteints et qui expliquent ce qu'est la maladie, quelle est la gravité, comment ils ont souffert, et appeler les uns et les autres à faire beaucoup de prudence. Et ce n'est pas qu'à Sokone, dans ma petite ville, que ça se passe un peu partout où il y a ces radios communautaires. Je pense quand même que des choses sont en train d'être faites. Ils sont en train d'être faites et ces radios communautaires sont même accompagnées par le gouvernement, par le ministère de la Santé. Donc, on ne peut pas parler de ce point de vue d'un relâchement. Mais par contre, il y a un relâchement. Du côté des populations. Exactement. Du côté des populations, il y en a. Moi, je me souviens quand j'allais chez moi, dès que j'arrivais à l'époque, les authentiques qui sont à Sokone, les ressortissants qui venaient me voir, enfin plutôt les citoyens qui venaient me voir, me fuyaient. Parce qu'ils me disaient, c'est vous les Dakarois. Dakar et c'est Dakar. Aujourd'hui, je peux dire le contraire. Parce que, mais il faut savoir, là-bas, c'est le plus gros district sanitaire de la région de Fatick. Juste pour dire que les populations, quand même, davantage, ils prennent conscience de cette maladie. Parce qu'on est, tout le monde est éprouvé quelque part par un décès. D'un proche, d'un membre de la famille ou d'un ami qui se confond avec un membre de la famille. Donc, je pense que de plus en plus, les gens ici ont pris conscience qu'il fallait davantage se mobiliser et faire attention. Maintenant, les gens ont espoir que la politique de vaccination, la stratégie, est l'ultime recours qui nous permettra, quelque part, de juguler cette maladie-là. Cet espoir est partagé à travers le monde. Cela ne doit pas signifier que les citoyens abandonnent. Il faut qu'on soit vigilant H24, tous les jours. Alors, il y a ce débat encore, on revient sur ce débat concernant le couvre-feu et les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Le couvre-feu, est-ce une panacée ou est-ce que c'est
tout à fait normal. Certains parlent de suivisme. On suit la France ou d'autres pays qui ont adopté le couvre-feu, même si on n'est pas en confinement comme cela se fait dans d'autres pays, notamment l'Hexagone. Est-ce que finalement, toutes ces mesures, aujourd'hui, après plusieurs mois de lutte contre la COVID-19, ont une solution, ou en tout cas, la solution, elle est la bonne? S'il y avait une solution, ça se saurait. Mais la lutte contre le Covid-19, la Covid-19 n'est pas une lutte facile. Personne n'a de solution, la preuve. Les États-Unis, qui sont la plus grande puissance du monde, n'ont pas de solution. Et je pense également que la Chine non plus n'a pas la solution. La solution finale qu'on espère, ce sera le vaccin. Pourquoi on ne dit pas qu'on suit la Chine? Parce que la Chine a été le premier pays à confiner. La Chine a été le premier pays à organiser une lutte farouche contre cette maladie. Je ne sais pas pourquoi cette fixation sur la France. Moi, je ne comprends pas. La France elle-même a suivi la Chine, non? Non, je pense que c'est un faux débat de dire des choses comme ça. Le Sénégal évalue en fonction de ce qui se passe chez lui, et puis prend des mesures conséquentes par rapport à la situation nationale. La preuve, ces mesures ont une couverture politique, mais ce sont des mesures techniques, émanant des scientifiques et des acteurs qui connaissent, en tout cas mieux que le gouvernement, mieux que l'équipe gouvernementale, et qui proposent des solutions qui sont adoptées. Donc il n'y a pas de solution qui soit venue d'ailleurs, qu'on applique ou qu'on suit. Non, je me souviens de la dernière réunion pendant laquelle le président a décidé de ces mesures de restriction, il y avait plus de 5 heures de débat entre le gouvernement, le président de la République et l'ensemble des comités. Je pense qu'il faut quand même, de ce point de vue-là, qu'on je ne peux pas parler qu'on fasse confiance à notre pays, à notre capacité de nous organiser. Je vous renverrai à une lecture d'un article que le président de la République a publié dans le Forum économique de Davos, qui est un article indicatif par rapport à toute sa volonté et la stratégie. En disant ceci, je cite de mémoire, « J'ai toujours dit à mes collaborateurs que nous devons d'abord, dans cette lutte qui nous est imposée par le virus, compter sur nos propres forces, nous organiser en fonction des réalités nationales et croire qu'il n'y a aucun fatalisme qui vaille dans ce combat-là. C'est parce que nous sommes des pays sous-développés que nous dirons non, on ne peut rien, voilà, les États-Unis ne réussissent pas, la France ne réussit pas, l'Allemagne ne réussit pas. Non. Et il faut s'organiser en fonction de ce que nous sommes, et c'est ça qui a été mis en exergue et salué à travers le monde. Donc on ne peut pas dire qu'on suit qui que ce soit, mais en revanche, la science, la réflexion, elle est universelle, elle n'appartient pas à la France. Même si le débat entre scientifiques peut être différent selon les même approches savez, des uns et des autres. Les gens qui ont voulu positionner la question par rapport à une approche idéologique. Mais cette approche a échoué. La preuve, aujourd'hui, Sputnik V, comment on l'appelle, des Russes. Des Russes. Au début, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? À quel point on a raillé l'Union soviétique, la Russie, pour avoir découvert le premier d'ailleurs le vaccin. Aujourd'hui, c'est Lancet qui publie un article remarquable dans lequel on dit, Lancet, l'une des premières revues scientifiques en médecine, reconnue et qui parle justement de la fiabilité est efficace à 91%. Et aujourd'hui, l'Occident, qui a voulu afficher une position idéologique, est revenu sur ses convictions entre guillemets de départ pour dire nous allons travailler avec la Russie et son vaccin. Et même la Chine avec Sinopharm. Exactement. On a vu que BioNTech ou AstraZeneca ont des limites, etc. Mais où est le rôle de l'Afrique, du Sénégal, aujourd'hui dans cette course au vaccin, au-delà de peut-être d'acquérir des doses de vaccins pour ces populations? Quel doit être le rôle des scientifiques sénégalais, des scientifiques africains, parce que je parle également par l'africanisme, pour peut-être faire partie de ce concert des nations? Vous savez, la science c'est comme ça. La science, c'est en fonction des moyens disponibles. C'est en fonction des possibilités qui sont ouvertes par les environnements qu'on arrive à des découvertes essentielles. Il y a aujourd'hui plus de 170 nations qui sont regroupées dans le cadre de l'Union de l'ONU. Sur ces 174 nations, il n'y en a pas plus de 10 qui ont découvert un vaccin. On peut nous les citer. C'est qui? Ce sont les Américains,
La France même a renoncé. Tout à fait, avec Ce l'Institut sont les Pasteur. Russes, ce sont les Chinois. C'est à peu près 3 nations qui ont trouvé un vaccin. Cuba est en voie probablement de le faire. En France, des grandes sociétés pharmaceutiques ont renoncé parce que simplement, ils n'y sont pas arrivés. Le problème, ce n'est pas de savoir qui a découvert, qui n'a pas découvert. La science a une portée universelle. Ce qui est essentiel, c'est que dès l'instant que le vaccin ou un vaccin est mis à disposition de l'humanité, que les scientifiques sénégalais puissent eux-mêmes définir les conditions dans lesquelles ce vaccin sera appliqué au Sénégal, sera administré aux Sénégalais, et quelles sont les stratégies du point de vue global et du point de vue opérationnel. D'une part, la stratégie globale a été adoptée. On va vacciner combien de personnes dans un premier temps? Deuxième temps, avec quel vaccin? Ça a été fait. Après, il y a des stratégies opérationnelles. De premier niveau, on va dire le vaccin, on va l'administrer par quelle procédure? La première réponse, les mécanismes dont dispose le programme élargi de vaccination au Sénégal. Ces mécanismes nous permettent aujourd'hui d'assurer l'application, enfin l'administration de ce vaccin à travers ce programme de vaccination élargi. Avec une large couverture. Pour ce qui aussi. concerne au moins Sinopharma, AstraZeneca et éventuellement Sputnik 5. Ce qui concerne l'autre, Pfizer et Pfizer, BioNTech, BioNTech, Moderna. Moderna, il faut d'autres conditions dans lesquelles on devrait s'organiser et on n'exclut aucune éventualité. C'est ça qui est le plus important. Le Sénégal est sur toutes les options concernant Le justement Sénégal les vaccins dans sa stratégie disponibles. globale, a une composante à travers la coopération internationale, l'accès équitable d'un vaccin, tout le monde à travers COVAX, OMS, et une stratégie, une deuxième composante de stratégie qui inclut d'abord les efforts nationaux. Les efforts nationaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous continuons d'espérer acquérir au moins 20% de nos demandes, 20 à 30% de nos demandes à travers la coopération internationale, et le reste, que nous dégagions les moyens qu'il nous faut nous-mêmes pour acquérir cela. Avant même que la dimension internationale n'intervienne, nous avons une commande ferme aujourd'hui de 200 000 vaccins, 100 000 doses, pour vacciner les premières personnes qui ont été ciblées. Le corps médical, les personnes âgées, les forces de défense et de sécurité, qui sont en première ligne pour nous protéger. Donc c'est normal. Vaccin qui n'est pas obligatoire, que certains veulent peut-être mettre dans le débat, rendre obligatoire ce vaccin justement pour les personnes ciblées. Il n'y a pas d'obligation juridique. Encore que l'État peut le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des vaccins obligatoires chez nous déjà. Rien ne s'oppose à ce que le gouvernement décide d'en faire un vaccin obligatoire. Et même pour les citoyens. Est-ce une optique ou une option? Non, c'est une optique. Je veux dire ce que la loi prévoit aujourd'hui. Il y a au moins presque une dizaine de vaccins qui sont obligatoires pour les enfants. Mais l'enfant a les mêmes droits qu'un adulte. Pourquoi on restreindrait les droits des enfants et qu'on ne restreindrait pas les droits des adultes quand il le faut? Il y avait un impératif médical qui s'imposait. Ce n'est pas normal qu'on ne vaccine pas, on ne décide pas la liberté de ne pas vacciner un enfant qui fait de la rougeole et demain il va à l'école pour contaminer tous les Sénégalais. C'est la même chose, c'est le même esprit. Il n'y a pas de raison que décide au nom de la liberté de dire je ne me vaccine pas et ensuite il chope. Contamine d'autres personnes, etc. C'est pas normal. C'est une question de logique sociale et de logique politique et de cohérence. Et cela a été pris en compte apparemment avec le troisième régime de catastrophe sanitaire ou catastrophe naturelle. Finalement, certains ont même soupçonné que c'était une manière de... Je n'avais pas réfléchi dans cette perspective. Ça veut dire même qu'on a déjà une loi qui nous permettrait ça. Parce que le président peut prescrire toute mesure qui pourrait de nature à sauvegarder l'ordre public sanitaire, etc. Dans le cadre y compris d'imposer à tous les Sénégalais de vacciner. Je n'ai pas dit que c'est une option. Mais je suis en train de dire, voilà des perspectives qui s'offrent par rapport à cette liberté que les uns et les autres peuvent avoir pour se vacciner ou pour ne pas se vacciner. Alors, on peut rassurer aujourd'hui les Sénégalais déjà que le vaccin, comme l'a proposé et suggéré le président de la République, sera sûrement disponible d'ici la fin de ce mois de février. Mais l'autre assurance, c'est que le gouvernement peut, en évoquant la loi, ou invoquant plutôt la loi,
forcer ou obliger certains à aller se faire vacciner. Même en s'appuyant pas sur ces lois, il peut le faire. C'est déjà fait. Dans le cadre des vaccins qui arrivent dans le pays, c'est déjà fait. Donc ce ne serait pas une première que l'État le fasse de nouveau. L'État peut le faire. Mais il faudrait peut-être une sensibilisation autour de ce vaccin, ce dont on parlait tout à l'heure. Je suis presque persuadé que beaucoup de Sénégalais, le seul obstacle à se vacciner, c'est de ne pas avoir le vaccin. Moi, je ne vois pas. Je ne pense pas qu'il y ait des Sénégalais aujourd'hui qui pourraient avoir les possibilités de se vacciner et dire au nom de ma liberté, je ne me vaccine pas. Il y en aura. Il y en aura qui diront que, attendez, que le président d'abord se vaccine ou se fasse vacciner avant que... Le président de la République, fondamentalement, est un scientifique. C'est pas... Je ne fais pas partie de la caste des complotistes. Non. C'est un homme très raisonnable qui est un scientifique d'abord. Il n'y a pas de raison que la science dise des choses. D'ailleurs, je m'étonne que les gens disent je ne me vaccine pas. Alors quand ils sont malades, ils vont prendre d'autres médicaments sur lesquels ils n'ont jamais reçu d'assurance, sauf l'assurance scientifique et la vente en pharmacie, ils les prennent. Parfois, il y a des gens qui prennent l'automédication. Je pense que ces gens-là, pourquoi ils ne se vaccineraient pas? Parce que le même principe qui anime le vaccin, c'est le même principe qui anime les autres médicaments. Ils vont en pharmacie, ils les prennent, et le vaccin arrive, tout le monde atteste, c'est un élément, c'est un facteur, mais vraiment très pertinent pour lutter contre le truc, et que le virus, et que les gens et les autres disent non, c'est pas sûr, quoi. L'ARN va modifier notre ADN, etc. Non. Déjà, les scientifiques ont dit c'est faux. Et pourquoi d'ailleurs les scientifiques mettraient sur le marché un vaccin qui serait volontairement, dont tu serais sûr qu'il n'est pas efficace et qu'il pourrait être de nature à perturber l'organisme humain? Pourquoi ils le feraient? Et pourquoi ne l'auraient-ils pas fait sur le sida? Pourquoi ne l'auraient-ils pas fait sur d'autres maladies sur lesquelles ils n'ont pas encore de prise? Mais pourquoi? Et subitement, parce que c'est le virus, on dit que ouais, ils vont inventer une chose qui n'est pas... Et d'ailleurs, il y a un argument qui est faux quand les gens disent que ça a été trop rapide. Ça n'a pas été trop rapide. Ce virus a été séquencé depuis son apparition en 2002. Tout le séquençage scientifique est connu. Tout a été connu. Ils ont utilisé un procédé qui est différent du procédé classique de faire un vaccin. Ils prennent un élément, l'ARN, qui empêche le virus de se multiplier dans le corps. C'est une technique nouvelle. Il y a toujours des techniques nouvelles. Et l'échantillonnage est un peu plus grand. Quand Pasteur, il s'agit là d'une pandémie. Violer toutes les règles d'ailleurs sanitaires et autres, et venir vacciner devant des écoles et des jeunes, on avait cru qu'il blaguait, ce type-là, c'était un fou. Finalement, aujourd'hui, si les gens sont sauvés de beaucoup d'infections, c'est à cause de la pénicilline et autres. On peut dire que d'où cet avertissement peut-être du gouvernement, du chef de l'État, concernant ce qu'on appelle les anti-vaccins, puisque malheureusement, c'est également un fait de société, c'est également une réalité, peut-être pas seulement sénégalaise, elle est un peu... Tu sais, dans certains pays, on a laissé beaucoup d'enfants qui sont devenus des handicapés physiques, parce qu'ils avaient refusé le vaccin contre la polio. La conséquence, beaucoup d'enfants qui n'auraient jamais dû attraper cette maladie l'ont attrapé et sont devenus des handicapés physiques, moteurs. Donc c'est une vieille querelle qui est là depuis que le vaccin existe. Et le gouvernement aura fort à faire toujours. Vous mettez ou misez d'abord sur la sensibilisation. Je suis vraiment convaincu que les Sénégalais sont assez intelligents et avertis. Et matures. D'abord, on a la chance d'avoir un peuple croyant à 100%. Et nous savons, nos deux religions nous disent, fondamentalement, que même si c'est Dieu qui guérit, les médecins, c'est eux qui soignent. Et Dieu nous recommande d'aller nous soigner. Et le vaccin fait partie des moyens de nous soigner. Donc même nos religions nous inclinent à y croire et à aller nous vacciner. C'est ça qu'ils nous recommandent. C'est vrai, toutes les deux religions disent, les médecins soignent, Dieu guérit. C'est ça parce que nous sommes des croyants. Finalement, et la preuve, les médecins peuvent soigner quelqu'un jusqu'à... voilà, il ne guérit pas. Il y a une autre perspective, une dimension. Cette dimension que nous sommes des croyants, nous sommes des pratiquants, mais nos deux religions nous recommandent de ne pas douter quand la science se prononce. Ayons confiance à la science, mais surtout ayons confiance également à notre gouvernement et cette stratégie qui est... Et aux scientifiques sénégalais. Et aux scientifiques sénégalais, bien entendu. Qui guident en fait la stratégie de l'État et orientent
et demande après la validation politique. Parce que le politique ne fait que de la validation. La validation de quoi? De ce qui est pensé, organisé par les hommes de l'art et les femmes de l'art. Donc, les scientifiques et médecins sénégalais. Nous parlerons de cette perspective également et d'autres. Ce sera dans la seconde partie de votre émission Toute la vérité. Une courte pause et on revient.